Jean-François Gaultier ne veut pas être connu, il ne fait rien pour l'être, et pourtant il l'est bel et bien, et dans des cercles très différents qui d'ailleurs, pour tout compliquer, ne se connaissent pas entre eux, tant le personnage est multiple. Il y a ceux qui en France et à l'étranger connaissent le philosophe, il y a ceux qui connaissent le thérapeute, dont les patients viennent quelquefois de très loin, d'Australie ou d'Amérique. Il y a ceux qui l'ont croisé dans tel ou tel cercle intellectuel comme le Grèce ou l'Institut Iliade, ceux qui l'ont lu dans tel ou tel journal ou bulletin chronique comme Valeurs Actuelles ou Minutes, et ceux qui connaissent le musicologue, spécialiste reconnu de Palestrina et de Debussy. C'est en somme un véritable lavage de cerveau que nous soumet cet esprit immensément cultivé, immensément curieux, touche à tout un peu sauvage et singulier. Écoutons donc Jean-François Gaultier, et suivons de près en pente raide cet homme océanique, vaguement diabolique, qui me fait penser à cet humaniste de la Renaissance, auquel Marguerite Yourcenar, dans son roman L'œuvre noire, donnait le nom de Zénon, et auquel je ne peux m'empêcher de donner celui qui sert de titre à cette nouvelle série d'entretiens, de Monstres secrets. Jean-François Gaultier ne veut pas être connu, il ne fait rien pour l'être, et pourtant il l'est bel et bien, et dans des cercles très différents qui d'ailleurs, pour tout compliquer, ne se connaissent pas entre eux, tant le personnage est multiple. Il y a ceux qui en France et à l'étranger connaissent le philosophe, il y a ceux qui connaissent le thérapeute, dont les patients viennent quelquefois de très loin, d'Australie ou d'Amérique. Il y a ceux qui l'ont croisé dans tel ou tel cercle intellectuel comme le Grèce ou l'Institut Iliade, ceux qui l'ont lu dans tel ou tel journal ou bulletin chronique comme Valeurs Actuelles ou Minutes, et ceux qui connaissent le musicologue, spécialiste reconnu de Palestrina et de Debussy. C'est en somme un véritable lavage de cerveau que nous soumet cet esprit immensément cultivé, immensément curieux, touche à tout un peu sauvage et singulier. Écoutons donc Jean-François Gaultier, et suivons de près en pente raide cet homme océanique, vaguement diabolique, qui me fait penser à cet humaniste de la Renaissance, auquel Marguerite Yourcenar, dans son roman L'œuvre noire, donnait le nom de Zénon, et auquel je ne peux m'empêcher de donner celui qui sert de titre à cette nouvelle série d'entretiens, de Monstres secrets. Bonjour à tous, Tête à Clash numéro 63. Tête à Clash de Nouvel An, c'est la première de l'année. Donc permettez-moi de vous présenter mes vœux. Permettez-moi de souhaiter beaucoup de nouveaux invités, beaucoup de débats, beaucoup de fights, beaucoup d'auditeurs. Et puis Raphaël qui réalise, et moi-même, donc nous joignons à tous ceux qui sont là pour nous souhaiter une belle année ensemble. C'est bientôt la fête de Tête à Clash, de TVL. Et donc, nous nous reverrons bientôt. Voilà. Allez, on y va. Je présente les invités. Philippe Carsanti. Bonjour. Bonjour. Qui est élu à Neuilly. Oui. OK. Qui traverse toute la France quasi pour venir nous voir. Absolument. OK. Christine Tazin, qui vient, elle, de sa province, à 2-3 heures de TGV. Oui, bonjour. Bonjour Christine. Gérard Delépine, qui est un grand scientifique, qui a écrit plein de livres avec sa femme. Non, je le protège, je ne suis pas un scientifique. Vous n'êtes pas un scientifique. Je suis un barbier. Un médecin. Ah oui, vous êtes un barbier. Bah oui. Oui, bien sûr. Les chirurgiens sont des barbiers. Absolument. Enfin, à l'origine, heureusement qu'ils ont un peu progressé. On ne coupe plus que la barbe. On coupe autre chose. Merci pour moi. OK. Et alors, le quatrième, c'est Patrick Mignon. Bonjour Patrick. Bonjour. C'est votre 3e ou 4e fois ici. Quatrième, je pense. Ouais, c'est ça. Et Bonjour on a à tous. grand plaisir à vous avoir ici. Allez, Merci. on lance l'émission, à tout de suite. La France, le monde, que dis-je, connaît son feuilleton. Ah ben ça, je peux vous assurer, Netflix à côté, c'est une blague. Carlos Ghosn s'est échappé du Japon. Et je peux vous assurer d'une chose, c'est que nous allons en manger pendant toute l'année 2020. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un feuilleton qui rassemble toutes les emblèmes de la mondialisation, de la globalisation, le Japon, le Brésil, la France, le Brésil, le Liban. Deux énormes entreprises automobiles, une industrie qui est à un moment charnière de son existence, un homme qui dit avoir été victime de complots, de la politique, éventuellement des détournements d'argent. Bref, on va en entendre parler. Et c'est pour ça que je voulais absolument que ces 4 participants aujourd'hui nous donnent leur opinion. Je pense que c'est une histoire à tiroir. Eh bien, je vais vous interroger, vous, Christine Tazin. Est-ce que vous avez
Comment vous avez réagi déjà quand vous avez entendu que Carlos Ghosn s'était échappé? J'ai trouvé que c'était une très bonne idée. Oui. J'ai salué l'artiste parce que rester en prison aux mains des Japonais où c'était un petit peu difficile de se défendre, ça me semblait pas une très bonne idée. Et je pense que comme ça va peut-être nous permettre d'avoir des éclaircissements sur son rôle effectif, sur celui de Macron, qui, si on en croit Charles Gave, a joué quand même un certain rôle dans l'affaire. Et donc, il a au moins la liberté de parole en étant dehors. Donc, c'est mieux pour tout le monde. Après, je crois que c'est des histoires, effectivement, qui nous montrent bien les limites de la mondialisation. Avec les fusions-acquisitions, les alliances, les prises de pouvoir, les intérêts des pays, les intérêts des groupes. Qu'est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qu'il faut choisir? Je crois que on va en parler. Ok, Gérard de Lépine, moi je vous sais plutôt légitimiste, républicain. Est-ce que vous trouvez normal que un repris de justice s'échappe et échappe à la justice qui lui demande des comptes? Oh, c'est très simple, et c'est ce qu'avait dit La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, on vous jugera blanc ou noir. En se réfugiant au Liban, il savait qu'il devenait blanc et qu'il pourrait développer tout ce qu'il veut. Moi, je trouve que cette histoire est tout à fait emblématique de la voyoutocratie de nos très grands patrons. Malheureusement, je ne tape pas sur Ghosn particulièrement. Il est emblématique du comportement d'un certain nombre de patrons. Que ce soit des patrons de la SNCF, quand vous regardez comment se comportaient les anciens patrons de la SNCF, qui a remonté à 3 rangs seulement, et les nouveaux, c'est totalement différent. Ces gens vous pensez à quoi c'est quoi les patrons de la SNCF? Bon, moi, je ne vais pas donner de nom, ce serait désagréable. Louis Gallois était un homme exemplaire. Okay. Bon, je ne dirais rien des autres, mais je peux vous dire que c'est pas le même comportement. Enfin, ils n'ont pas été mis en prison. Non, attention, je ne parle pas de justice. Les lois sont variables selon les hommes et les sociétés. Effectivement, le Japon n'a pas le même type de loi que les nôtres, mais je parle en termes de morale. Je pense qu'il est. Vous n'êtes pas sur la position de Christine Tazin. Ah non, vous tout à fait. Vous trouvez que s'échapper du Japon, c'est. C'est échapper à ses responsabilités. Par quoi je veux bien reconnaître que ces conditions d'incarcération étaient désagréables, mais elles n'étaient pas plus désagréables que pour les autres Japonais. Il ne faut pas non plus exagérer. D'autre part, au moment du procès public, il aurait pu parler. Et je trouve que sa défense. Excusez-moi, appeler au complot, c'est bien gentil. Il a peut-être eu lieu d'ailleurs, je ne dis pas le contraire, je ne le dis pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut qu'il réponde sur les vraies choses, ne serait-ce que son mariage à Versailles. C'est quand même une plaisanterie. Quand on gagne des millions... C'est pas son mariage, il me semble, c'était une fête. Ça n'a pas d'importance. On organise une fête, on sait que c'est 50 000 euros. Je veux dire, compte tenu de son salaire, il peut quand même se le payer. Le problème de ces grands patrons, c'est qu'ils se croient les maîtres du monde. Et ça, on a eu auparavant une grande compagnie d'eau qui a voulu acheter une compagnie cinématographique aux États-Unis, qui a été ruinée à cause de ça. Enfin, il y en a plusieurs exemples. Vous parlez de Jean-Marie Messier. Par exemple, oui. Okay, moi, Marie Messier, maître du monde. Oui, bien sûr. Bon, oui, mais on a plein d'exemples qui, en général, sont étouffés, où les gens se servent, ils confondent, comme le roi jadis, sa cassette personnelle et l'impôt de la nation, et cela est totalement intolérable. Moi, je reste capitaliste à la Ford. Ford disait il ne doit pas y avoir une échelle de salaire supérieure entre le big boss de l'entreprise et ses ouvriers de plus de 6, parce que sinon, mes ouvriers ne pourront pas acheter mes voitures. Et là, je trouve que on est au-delà. Autre part, alors, au point de vue industriel, on dit il a été un merveilleux industriel et donc c'est très bien. C'est faux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma nation, c'est mon pays. Et en France, il a diminué par 2 les voitures fabriquées en France. Alors, est-ce que c'est vraiment... pas lui. Son action entre le moment où il est venu au pouvoir à Renault et depuis, c'est quand même ça qui s'est passé. C'est la politique gouvernement. Je vais laisser la parole à Philippe Kersanti et à Patrick Mignon. Philippe Kersanti. Alors d'abord, je voudrais reprendre juste un mot que vous avez employé. Vous avez employé le mot de repris de justice. Pour l'instant, il n'est pas repris de justice. Je vais le dire. Pour l'instant, il est mis en examen. Je vous remercie, vous avez raison. Je pense que c'est important. Voilà. Maintenant, avant tout, je vais parler du point de vue humain. La culture japonaise et la culture française sont très différentes et donc pour les Japonais c'est très choquant puisque vous connaissez la tradition japonaise du harakiri. Carlos Ghosn n'a pas voulu se faire harakiri. On peut comprendre qu'un homme de 65 ans qui risque de passer 10 ans en prison et je dirais probablement 10 belles années qui, on va dire après à la fin de sa carrière, mais là en prison dans des conditions très difficiles, et
trouvé judicieux de s'en aller. Et ça, on peut le comprendre, je dirais, avec notre état d'esprit européen. Je pense que ça, on peut le comprendre. Maintenant, il faut regarder ce qu'on lui reproche. On verra ce qu'on lui reproche. Et il y a des choses qui seront intéressantes à voir et qui vont sortir avec le temps. Ça, c'est la deuxième chose. On lui reproche du détournement d'argent. Oui, détournement, mais ça, on de se faire payer aux Pays-Bas quand on est très français. Mais pour moi, il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui ne sont pas du tout abordées par les médias. Et j'aimerais bien qu'on y vienne à un moment donné. C'est par exemple le rôle qu'a pu jouer Alain Boer dans cette affaire-là, qui a facturé des centaines de milliers d'euros chaque année. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont croqué en même temps que Carlos Ghosn. Et c'est cette mafia française qui m'intéresse de dénouer les fils. Et c'est là où ça intéresse beaucoup de gens en France non plus que ce ne soit pas détricoté, parce qu'il a offert de l'argent pour obtenir des protections. On sait qui était Alain Boer en tant que ancien grand maître du Grand Orient. On sait quel spécialiste de la sécurité. Oui, enfin bon, spécialiste de la sécurité. On attend encore de voir ce qu'il a pu produire. Peut-être qu'il a produit des choses intéressantes. Mais enfin, on sait qu'il a payé beaucoup de gens aussi. Ensuite, Rachida Dati. Rachida Dati aussi. Et donc, beaucoup de gens comme ça, il a arrosé, comme on le dit. Maintenant, il y a une chose qui m'intéresse. Vous savez que moi, mon métier, en dehors d'être élu, c'est éditeur et financier. Et je suis financier. Quand vous regardez le cours de Renault depuis quelques temps, vous voyez que le cours s'est quand même bien cassé la figure. Et contrairement à ce qu'a dit Carlos Ghosn, il dit oui, c'est parce que je suis plus là que le cours de bourse s'est effondré. C'est faux. Le cycle automobile, le cycle de développement d'une automobile, c'est un cycle long. Donc les voitures que vous voyez sortir aujourd'hui de chez Renault, elles ont naturellement été préparées sous l'ère Ghosn. D'accord ? Donc on peut se poser des questions de savoir ce soi-disant grand génie de l'automobile qui avait fait soi-disant, et encore une fois, j'insiste sur soi-disant parce que c'est totalement faux, le numéro 1 mondial de l'automobile, c'est rigoureusement faux. Il n'a jamais été numéro 1 de l'automobile. C'est comme quand vous savez, vous entendez la publicité à la télévision qui vous dit l'or probablement le meilleur café du monde. Je peux dire moi aussi, probablement Franck Tanguy, probablement le meilleur animateur des débats du monde. Absolument d'accord. Voilà. Tout le monde est d'accord autour de cette table, pour conclure, je dirais que humainement, je comprends qu'il a eu envie de se tirer. Ça a été très judicieux et c'est très bien ce qu'il a fait de son point de vue. Maintenant, il est confiné au Liban. Il faudra détricoter toutes les affaires auxquelles il est lié en France. C'est quand même une vie extraordinaire, celle de Carlos Ghosn. C'est un beau destin hors norme. Oui, bien sûr. C'est une personnalité. C'est d'ailleurs une personnalité comme ça qu'il faut pour diriger un empire de cette taille, non ? J'en sais rien. Non, mais je ne sais pas. J'en sais rien. Vous savez, moi, je n'ai connu, encore une fois, pour vous dire, ma carrière de financier fait que j'ai quand même rencontré et vu beaucoup de grands dirigeants. Vous avez à chaque fois à la tête, par exemple, à l'époque de General Electric, cette personne est exceptionnelle. À la tête de Peugeot, là, vous avez Carlos Tavares, cet homme est exceptionnel, c'est lui qui a redressé Opel. Et à la tête de LVMH, c'est Bernard Arnault. Bon, lui, et à la tête de chaque groupe, à chaque fois, on a une personnalité emblématique qui est irremplaçable. Non, on est tous remplaçables. Il faut qu'il serve à quelque chose. Je vais vous expliquer un truc. Souvenez-vous quand M. de Margerie est mort dans un avion à Moscou. Le patron de Total. On explique que c'était le plus grand patron de Total. Total, quand il est parti, paix à son âme, mais Total ne s'est pas effondré. Donc on a des entreprises qui sont constituées d'humains. Il y a un chef à la tête, mais il y a quand même aussi beaucoup de gens en dessous. Mais ce sont des managers, et pas des créateurs d'entreprise, pas des dieux. Et encore une fois, je veux dire, toutes ces grandes structures survivent au départ ou à la disparition du génie, du soi-disant génie. Ouais. Donc là, on va quand même remettre les choses en place. Il a dirigé une entreprise. Bon, très bien. Il avait un avion privé qui lui permettait d'aller de Paris à Tokyo et à Beyrouth et où vous voulez pour gérer cette entreprise. Très bien. Enfin, à ce que je sache, aujourd'hui, si vous regardez la capitalisation boursière de Renault, on est à peu près à 12 milliards d'euros. Si vous regardez la capitalisation de Peugeot, on est à 20 milliards d'euros. Et si vous regardez la capitalisation boursière de Tesla, on est à 95 milliards de dollars. Voilà, on est pas loin des 100 milliards de dollars. Donc, ce que je veux dire, c'est gardons simplement en tête ces choses-là. Il y a des phénomènes de bulles. Tout à fait. Tout à fait. Mais regarde, alors Daimler vaut 60 milliards. BMW vaut 60 milliards aussi. BMW vaut 60 milliards. Donc, on n'a pas créé en France le génie de l'automobile. Et à ce que je sache, aujourd'hui, si vous demandez aux gens dans la rue quelle voiture vous fait rêver, je connais pas beaucoup de gens qui vous disent la capture ou la trafic ou la évasion. Ok. C'est bien, il connaît tous les noms de voitures, pas moi. Ok. Patrick Mignon, quel est votre regard sur Carlos Ghosn, moi, son évasion ? Alors, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Christine Tazin, c'est que effectivement, c'est un homme, il est emprisonné dans des conditions très difficiles, et que je sache,
et là je vais oser une comparaison qui va peut-être vous choquer, tous les prisonniers de la dernière guerre, quel que soit le camp dans lequel ils étaient, ils ont toujours cherché à s'échapper. Normal. Parce qu'à partir du moment C'est où la vous règle ne des prisonniers. reconnaissez pas votre culpabilité, vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'essayer d'être capable de démontrer qu'on vous emprisonne à tort. Et de ce fait, le système carcéral japonais ne lui permettait manifestement pas de pouvoir parler, puisqu'ils n'ont pas la même manière d'opérer. C'est pas tant le système carcéral que le système judiciaire, qui est plutôt plus exactement. accusatoire. Hein. Système judiciaire. Ouais. Simplement, donc il s'évade avec des moyens qui ne seraient pas donnés au commun des mortels. Moi, si j'avais été emprisonné à Tokyo lors de mes voyages là-bas, Pas eu les moyens de le j'aurais faire. été bien embêté d'en repartir et j'aurais subi comme tout un chacun. Sauf que il faut pas non plus l'accuser à tort avant que le procès ait eu lieu. Et il a clairement dit quand même, je suis pas un fan de Carlos Ghosn, il a clairement dit que s'il partait, c'était pour pouvoir justement apporter les preuves qu'il n'était pour rien dans tout ce dont on l'accuse. Donc il n'a aucunement l'intention, reste à voir si ça sera vrai, de se soustraire à quelque justice que ce soit, notamment la justice française. Il a même déclaré qu'il se rendrait à une convocation de la justice française en France si elle était présentée. On verra si elle vient. Derrière, il y a toutes les autres affaires, toutes les autres implications. J'en suis bien Ou conscient. s'il y a des implications au Liban, où la justice le retient. Il est Sur le recherché plan en France, dans 13 pays. Il est quand Donc, même mis en examen dans 13 pays. sur le plan de différents. Carlos Ghosn, sur le plan de Carlos Ghosn tous en tant ensemble, qu'individu, je pense avoir dit ce que j'ai à dire. C'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, par contre, c'est qu'on se trompe complètement en France quand on croit être des gentils industriels qui font des fusions qui ne vont pas à leur terme. De quoi je veux parler là ? Je veux parler de la fusion non achevée de Renault-Nissan. Si Renault et Carlos Ghosn à l'époque n'avaient pas apporté le capital et n'avaient pas redressé l'entreprise Nissan, elle aurait disparu. Et on n'aurait aucun problème aujourd'hui avec les Japonais et avec cette entreprise. On est dans la même situation, toute proportion gardée, entre Air France et KLM. Si Air France n'avait pas à l'époque apporté ses capitaux et sauvé KLM d'une prédation probable par Lufthansa, ou si elle n'avait pas apporté les capitaux qui permettent de sauver la retraite par capitalisation des pilotes de KLM. On entend tout le temps parler des pilotes d'Air France en mal, mais en l'occurrence, la retraite par capitalisation des pilotes de KLM qui sont payés à 80% de leur salaire et qui travaillent. Moi, j'ai bossé jusqu'à 65 ans. Eux, ils s'arrêtent à 58, entre 58 et 60. Je peux vous dire qu'ils seraient très mal. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut demain, c'est pas dans les tiroirs, hein, mais on peut tout à fait demain avoir le même problème d'un complot, pseudo-complot, ou d'une volonté des Hollandais de s'échapper de cette alliance qui a été faite, parce que les fonds d'Air France, une fois mis dans KLM et qu'ils l'ont redressé, KLM aujourd'hui dit l'inverse, dit qu'Air France travaille pas assez, dit qu'Air France ci, dit qu'Air France ça. Ça commence à bien faire, ces fusions. Ce qui veut dire qu'on va pas jusqu'au bout. Voilà. Moi, je veux Nissan l'exemple. aurait dû être avalé plutôt que d'être l'objet d'une alliance. On est dans un système capitaliste où on n'y est pas. Okay, alors, si on est... Attendez, Philippe, je vous ai laissé parler. Si on est dans un système capitaliste, on fait comme British Airways. Quand British Airways a absorbé Danair, toute petite compagnie, elle n'a pas fait une fusion où on garde l'identité de Danair. Elle a pris Danair, elle a pris son capital, elle a pris ses actifs, elle a pris son passif et elle a tout mis dans British Airways. Aujourd'hui, je considère que ce genre de fusion où on garde l'identité de la personne pour pas choquer les peuples, etc., à la longue, ça finit toujours par mal se terminer. Soit le petit reproche au gros de l'écraser, soit le petit qui a plus progressé que le gros lui dit maintenant ça suffit, c'est vous qui faites plus rien. C'est ce qui se passe avec KLM. Mais je suis avec Nissan. Philippe Carsanti. Sauf que KLM et Air France ont réellement fusionné. Elles sont ensemble maintenant, même s'il y a Air France KLM est coté en bourse. C'est un groupe Air France KLM, mais je suis bien placé pour le savoir. Oui, mais maintenant, il n'y a pas de possibilité de décomposer le. Ah bah tiens. Ça serait très compliqué, mais comme pour Renault Nissan. Alors je vous dis non, puisque regardez l'État. On dit que Nissan et je voudrais juste dire parce que c'est Air France est détenu à 15% par l'État français. Et justement, pour contrer l'influence éventuelle de l'État français, l'État néerlandais est rentré dans KLM. Donc maintenant, il y a un groupe qui est vraiment franco-néerlandais et qui est Vous pensez qu'il y a une forme d'équilibre. Il y a une forme d'équilibre. Revenons à Renault-Nissan. Non, mais pour revenir sur Nissan. Et là où je suis pas du tout d'accord. Alors, mais avant sur Renault-Nissan, quand vous dites Renault et Nissan qui n'ont pas fini, vous avez entièrement raison, mais la faute, elle revient à qui ? Elle revient à Carlos Ghosn, qui n'a pas fait ce travail. Parce que quand on rentre dans le capital d'une société il y a 20 ans, il n'a pas fait le travail de fusion, etc., nous expliquer, comme vous avez dit, les susceptibilités, c'est son problème. C'est lui qui n'a pas fait le
travail. Maintenant, c'était peut-être ce qu'il voulait, mais on lui a interdit de le faire. Mais attendez, pendant 20 ans, ça marche de même attends, mais je façon. vais juste finir maintenant. En revanche, là, sur une chose sur laquelle je suis pas du tout d'accord, quand vous dites qu'il nie sa culpabilité. Non, pas du tout. La fuite, c'est simplement l'aveu de la culpabilité. Et je vous dis simplement. Je suis pas d'accord. Mais je vous donne mon point de vue. Tous les prisonniers veulent s'échapper, qu'ils soient innocents ou coupables. Mais là, moi, je vais dire un truc. hein. Quand on abandonne C'est normal, c'est le droit 13 d'un prisonnier de millions, vouloir 14 millions d'euros, de dollars, ce que vous voulez, de caution, et qu'on sait qu'on les retrouvera jamais, c'est parce qu'on sait au fond de soi que si on va au procès, on va lâcher beaucoup plus. Ce que dit Carlos Ghosn, injuste, je ne souhaite pas le défendre, mais ce que dit Carlos Ghosn, c'est qu'en gros, ses avocats lui annonçaient, et les gens qui ont été jugés au Japon, que ça pouvait durer jusqu'à 5 ans avant la tenue effective du procès, et qu'ensuite, il ne savait pas combien de temps il resterait en prison. Bien sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure. Autrement dit, il a vu 13 millions d'euros versus 10, 15, 20 ans en prison. Il a dit, il n'y a pas que ça. Et il y a aussi ce qu'il aurait été condamné à payer s'il avait été condamné là-bas et ailleurs, etc. Et tout ce qu'on aurait démêlé. Et enfin, pour conclure, je voudrais quand même dire, il y a quelque chose qu'il faut quand même noter. Et là, je tiens à tirer un coup de chapeau à Anne Méo, la communicante en chef, qui a quand même réussi ce coup incroyable. Et je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous parlez de la conférence de presse donnée conférence de presse, mais tout ce qu'il y a autour. Au Liban. Et dimanche soir, sur M6, il y avait une émission entière sur Carlos Ghosn et sur les prisons au Japon, comment les gens sont maltraités, avec l'émission de Bernard de la Villardière. Il y a un plan de communication exceptionnel. Un plan de communication pour dire que c'est très très mal le Japon, les gens sont très maltraités, etc. Et ensuite, une interview assez gentille de Bernard de la Villardière sur Carlos Ghosn. Bon, il a le droit, mais ça fait partie d'un plan de com. Il faut quand même pas être, je dirais, trop naïf. On nous vend quelque chose, mais il faut aussi savoir qu'en France, comme je vous le dis, il a payé beaucoup de gens en France, Carlos Ghosn, à travers Renault. Il n'a pas payé perso, mais il a fait payer par Renault et par ses filiales. Donc maintenant, ce sont peut-être des gens qui ont été légitimement rémunérés pour du conseil qu'ils ont donné. Peut-être. Les conseils sont quand même très fortement rémunérés. Mais je vais vous dire. Attendez, je tiens à l'aune de nos rémunérations, peut-être que ça vous choque, mais non, mais moi je tiens à dire que si M. Boer avait été rémunéré pour la sécurité, on peut dire qu'en tout cas pour ce qui concerne la sécurité de M. Ghosn, il a été très mauvais, puisqu'il lui a permis de se faire arrêter. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas... Ou alors c'est les Japonais qui ont été meilleurs et qui avec un procureur qui avait gardé pour lui toute la procédure qu'ils étaient en train de monter avec les messages d'affaires. On travaille. Non, ce que je veux dire, je ne remets pas en cause ni l'innocence, ni la culpabilité de Carlos Ghosn, ni même le personnage, ça m'est égal. Moi, mon propos, c'est légitime qu'il s'évade s'il estime qu'il ne peut pas se défendre correctement dans le système japonais, d'autant plus qu'il s'est empressé de le dire quand même. On peut penser qu'il ment tout le temps, mais bon, à ce moment-là, c'est même plus la peine d'en parler. Il dit qu'il se présentera devant la justice française s'il est convoqué, pour notamment toutes les malversations qui lui sont reprochées. Je veux bien prendre le pari. Je veux bien prendre le pari qu'il ne sera pas convoqué. Moi, je voudrais juste avancer sur ce sujet. Un petit sujet, on a légèrement dépassé notre temps de parole, mais on va continuer 5 minutes de plus. Répondra-t-il aux États-Unis quand Non, moi, je voudrais savoir une chose. Est-ce que vous pensez que la France a abandonné Carlos Ghosn ? Parce que finalement, on aurait pu aussi s'imaginer que ça devienne un grand sujet diplomatique. Or, finalement, ça a été quelque chose qui s'est passé plutôt à bas bruit. Alors moi, je suis pas... Je pense que l'État français, alias Macron, en voulait à Ghosn, qui était en train de prendre des libertés par rapport à sa mission de départ quand il a commencé cette espèce d'alliance avec Nissan. Qui est ancienne, qui a 20 ans. Oui, mais que, disons que lui, il l'a prise telle que la voulait Schweitzer à l'époque, à savoir effectivement une alliance et chacun garde son quant à soi. Et Ghosn a peu à peu versé vers une espèce de autonomisé par rapport de fusion, etc. Il y a eu l'histoire de la demande d'augmentation et du doublement des voix de l'État français dans le capital qui a insupporté les Japonais parce qu'évidemment ils voyaient un coup. Vous voyez que ces fusions non achevées sont un problème et c'est ça mon sujet à moi parce que derrière, et il semblerait que ce soit à la demande du ministre de l'économie de l'époque, c'est-à-dire Emmanuel Macron, que ce doublement des voix a fait. Donc peut-être que Ghosn est coincé. La question de France, c'est... Il y a eu un moment ou un autre où Ghosn et Macron se sont bien entendus. Forcément, de toute façon,
les grands ministre de patrons la- français sont en liaison ministre de directe avec l'économie. les ministres de l'économie. Non, justement, Ghosn disait, enfin, les ministres d'économie disaient que Ghosn ne voulait parler qu'au président, il ne voulait pas parler au ministre, justement. peut-être. C'est ce que disait Mais Sapin. Bon, mais Franck posait la question de est-ce que l'État français a abandonné Carlos Ghosn. Si vous voulez poursuivre vos raisonnements, notamment celui de Gérard Delépine, qui dit qu'on ne le verra pas devant la justice, ni même aux États-Unis, ni ailleurs, moi je pense que l'État français ne l'a pas abandonné. Je pense qu'au contraire, parce qu'il avait des révélations trop importantes à faire, peut-être. Je ne suis pas complotiste. S'il a des informations négatives pour l'État français, au contraire, l'État français l'a aidé à partir parce qu'il les aurait sorties lors du procès au Japon. C'est possible. Et donc, peut-être ne sera-t-il pas convoqué. J'en sais rien. Ce n'est pas l'État français qui protège, il protège des gens. C'est pas l'État qui est responsable. C'est Ce sont sûr. des Enfin, responsables de des l'État. responsables de l'État, Non, mais pas si vous seulement des responsables. Et je vous dis, des gens qui ont croqué et qui ont bien profité du système Renault. Gérard Je pense que Delépine, c'est plus l'État politique que ça. l'État français a-t-il abandonné Carlos Ghosn? Non, je ne pense pas du tout. Non. Je pense qu'on ne pouvait pas publiquement et officiellement le défendre en tant qu'État. Parce qu'on a eu des problèmes avec le Japon et pour d'autres raisons, on ne voulait pas. Hein. Mais par contre, très discrètement, effectivement, on l'a appuyé. Enfin, les gens... Appuyer quoi? Appuyer le fait que Je suis pas la sûr. justice japonaise soit clémente? Non, on le relâche? non. On a aidé à le faire échapper? C'est une Attendez, question on a à quand même des choses poser. à lui reprocher. C'est une question Il y a à des gens qui ont poser. Qu'est-ce qu'on a à lui reprocher? On a à lui Carlos Ghosn reprocher tout ce qui a été révélé dans l'enquête japonaise et depuis mérite quand même. Il y a des questions à lui poser. Si on veut parler de gens qui ont été abandonnés par l'État français, oui, il y a les chercheurs franco-iraniens qui sont à Téhéran et qui sont ça, ce sont des gens qui ont été abandonnés pour l'instant par l'État français. Et quand Macron reçoit à Biarritz le ministre des Affaires étrangères iranien et n'exige pas d'avoir la libération des Français retenus là-bas, oui, là il y a un problème. Mais Carlos Ghosn, il a fait des choses. En tout cas. Je vous rappellerai aussi une chose, c'est qu'il a négocié avec l'État américain et qu'il a fait un règlement avec l'État américain pour l'abandon des poursuites. Donc il a payé de l'argent. Donc quand on fait des choses comme ça, c'est qu'on n'est pas totalement blanc-bleu. D'accord. Très bien. Bon, écoutez, on n'a pas épuisé le sujet. Hein, ça, j'en ai bien conscience. On en a pour l'année. Mais en même temps, je vais être très franc, Franck. Pour le commun des Français, cette affaire-là, à part être un roman que Netflix s'appropriera et vous montrera en Mondiovision. Non, il faut rajouter du sexe, sinon c'est pas complet. Oui, c'est vrai, mais il doit y en avoir. Ça m'intéresse pas outre mesure. D'abord, c'est trop complexe et puis je suis pas sûr que ça passionne les gens parce que malheureusement, ils voient de les malversations. Tout est biaisé dans ces affaires-là. Et c'est très loin. Ok, écoutez, moi je vous parie qu'on en reparlera. On verra bien. Je pense que cette histoire va rebondir. Comme je vous le disais, ça a feuilletonné en 2020. Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques secondes pour le sujet numéro 2. À tout de suite. Bonjour. Sujet numéro 2. Alors, nous sommes a priori en fin de conflit de grève des transports au sujet de la retraite. Monsieur Macron, merci. Oula. Alors, attendez que je lance le truc. Ok, vous êtes chaud bouillant. Hein. J'ai l'impression, vous savez, en fait quoi? On est dans un 110 mètres haies et j'en ai 2 qui sont partis avant le coup de sifflet. Donc, Faux départ. On les élimine. Faux départ. Alors, on pourrait les éliminer. Bon, on s'en va alors. Mais le jury est mort. S'il y a du champagne à côté, je Rentre dans ce truc. Allez, tout le monde derrière moi. Je réarme le flingue. Et on y va. Vous êtes fous. Hein. C'est le début de l'année. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous prenez? Paillettes et champagne. Attention, le chouchen. Bon, oups. Allez, faites de la grève des transports. Donc, sauf que ça se passe pas très bien, cette histoire. Il y a une montée des violences. Alors, il y a un certain nombre de faits. Hein. On peut... le fait que le président Macron soit retenu, qu'il y ait des manifestations quand il est au théâtre. Bien. Le fait qu'il y ait des grèves sauvages, des coupures de courant qui impliquent des dizaines de milliers de gens. Et on peut peut-être se dire qu'un jour, il y aura un hôpital dans le coup.
N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Okay. Et dans le passé, il y a eu plein de grèves d'électricité avec des coupures très sévères. Je trouve que les Français, on a quand même la mémoire courte. Hein. Okay. Et les hôpitaux sont tous équipés de groupes électrogènes. Et les cliniques aussi. Faut arrêter de faire le cinoche. Ok. Il y a autre chose. Il y a également... On nous a dit que le Brexit, il n'y aurait plus de médicaments en Angleterre. Non, mais... Mais si, c'était les choses. Le Brexit, on n'y est pas encore. Non, mais c'est la même type d'information. Bon, allez, je continue. La litanie. Deux groupes de la CGT qui entrent de manière, sans être invités, à la CFDT pour y mettre pas mal de souk. Ils ont chanté. Oui, ils ont fait peur, il y a de l'intimidation. Est-ce que tout ça vous indique juste une fin de conflit normal, et on est dans une culture française, et tout ça va se terminer doucettement, ou ça vous indique quand même qu'il y a un changement d'époque? C'est pire que la France. Moi, je pense qu'il y a un changement d'époque, ou tout au moins un renforcement des tendances. J'y vois, mais alors là, je suis assez sévère, j'y vois l'habitude habituelle de la gauche et de l'extrême gauche de tenter de récupérer dans la rue ce qu'ils n'ont pas obtenu dans les urnes ou qu'ils ont perdu dans les urnes. Et ça, c'est une méthode de l'agit-prop traditionnelle qu'on connaît depuis même mai 68, même avant. Et c'est insupportable pour moi. Gérard Delépine dit qu'il y a eu les coupures, c'est vrai qu'il y a eu des grosses grèves d'électricité dans le passé, c'est vrai. Et tous les hôpitaux, tous les grands hôpitaux sont en théorie équipés de groupes électrogènes. Sauf que il y a quand même des cliniques dont les groupes sont peut-être défaillants, ou il y a des cliniques qui ne sont pas équipées de groupes. Et j'ai vu sur Twitter, dans une clinique, notamment occupée par des religieux, et il y avait des gens qui étaient dans des salles avec des soins, avec des respirateurs, et il y a eu un problème. Alors ça se produit peut-être qu'une fois, mais moi je considère que, et là je suis très très légaliste, le droit de grève existe, mais il ne doit pas être changé pour le droit d'emmerder tout le monde, et notamment de mettre en danger autrui par ses actions de coupure de courant. Il y a une légalité en France. Si on commence à partir dans... On ne peut pas commencer, ça fait des dizaines d'années. Si on va dans l'illégalité, c'est-à-dire coupure de courant, intrusion sur des lieux où se trouve un président, intrusion dans des locaux privés. C'est des locaux publics. Qu'est-ce que vous feriez? Mais qu'est-ce que vous feriez? N'est pas un roi. Les locaux de et on n'a pas touché au président. On n'a pas menacé. Justement, Gérard Delépine. Je ne suis pas CFDT, mais les locaux de la CFDT sont privés. Oui. Et l'intrusion, le fait de forcer des portes, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire cette radicalisation qui instaure un climat de violence permanent qui fait qu'on détruit petit à petit l'État. Je me moque de la CFDT, je me moque de Macron, je me moque de tout ça. Mais moi, l'État français, les lois, le respect de ces lois, c'est le fondement des garanties qui peuvent être données aux plus faibles d'entre nous. Ceux qui sont forts et puissants, on revient au sujet d'avant, peuvent s'en sortir comme ils veulent. Les plus faibles, si la loi ne les protège pas, c'est-à-dire si la violence s'installe dans leur quotidien, ils seront menacés, et c'est les plus faibles qui vont en pâtir au début. Tout à fait d'accord. Mais la violence, je vais donner la parole à Gérard Delépine. La violence est endémique dans les cités actuellement. L'État ne fait rien depuis 20 ans. On laisse les drug dealers faire leur loi. C'est un scandale. Et ces drug dealers, ils ne se contentent pas de chanter dans des locaux privés. Mais ça, on fait partie de tout ça. Non. Si. À partir du moment où ce sont leurs alliés, je suis désolée. Non. Ils ont rien. Non. Ah, mais si. Tout ça, c'est quoi? C'est la culture de l'affrontement qui est naturelle à la France? Alors, non, ce que disait... Non, c'est l'ensauvagement de Gérard Laurent Oberton. C'est exactement ça. Ce que disait... Non, c'est la conséquence de ce que disait Kennedy. Kennedy disait que quand on serre trop, quand on enlève la soupape de la cocotte minute, on la fait exploser. Or, actuellement, il y a un problème majeur en France, et effectivement, il y a un changement, c'est que la démocratie joue mal. Le système représentatif, actuellement, représente qu'une minorité. Si la grève n'est pas terminée, c'est parce que la majorité de la population actuellement soutient la grève. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est la réalité. Si. C'est le soutien. C'est du délire. Ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire. Non. Il y a plus de 50% des gens qu'on comprenne parfaitement les objectifs. Il y a soutien. Il y a 60. Je ne dis pas que ce sont des grévistes. Je dis qu'il y a actuellement environ, au minimum, 60% des gens qui comprennent, qui trouvent légitimes les motifs de la grève. Tout à fait.
Bon, que les mêmes gens regrettent la grève, je regrette la grève, ça m'emmerde, soyons clairs. Hein. Mais il n'empêche que le problème est un problème politique et on ne résout pas les problèmes politiques par la violence policière. Donc c'est un vrai problème qui n'est pas abordé. Et si le gouvernement prétend avoir légitimité, très bien qu'il retourne devant le peuple, qu'il soit... De Gaulle avait dit référendum quand il y a un gros problème ou dissolution de l'Assemblée. On va voir un peu la légitimité. On arrête le problème, De Gaulle se l'est appliqué à lui-même. Ok, Christine on est quand même, me semble-t-il, dans une France Mad Max qui est en train de se développer avec la violence dans les banlieues et la violence la dictature de l'extrême gauche et de la gauche, des antifas, des black blocs, etc. Des bien-pensants qui non seulement... Il y a des nuances entre les black blocs et les bien-pensants. C'est vrai. Tout à fait. Non, c'est effectivement... Ce sont non seulement des alliés objectifs, mais des alliés dans la violence, parce que à chaque fois qu'un professeur, un conférencier veut parler et qu'il n'est pas de la bonne couleur politique, et que vous avez les alliés objectifs, ces bien-pensants, ces petits gauchos, bobos, étudiants, etc., qui empêchent clairement, effectivement, ces personnes de parler parce qu'ils ne parlent pas de la même chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dimanche dernier... Mais ça ne serait pas à la CGT, c'est l'exemple. C'est pas aux grandes institutions que d'être exemplaire. Je suis désolée. La CGT, c'est pas une grande institution, c'est un truc microscopique qui fout la merde avec rien. C'est vrai. Faut arrêter. Vous parlez du niveau de le représentativité France, de syndicats est ridicule. On a un problème. Et moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais pour résumer, on a simplement l'extrême gauche, les forces de l'ordre qu'on a désarmés, et moi j'accuse. On n'a pas désarmés, on leur a donné le LGBT qui sont condamnés par la Société de l'Europe. Je vous dis, les forces de l'ordre ont été désarmées. Et je me souviens, ça part de Malik Oussekine, et ça va jusqu'à Sarkozy, et ça va jusqu'aux émeutes de 2005, etc. Donc voilà, oui, elles ont été totalement désarmées. Aujourd'hui, l'angoisse de tout ministre de l'Intérieur, c'est ce qu'on appelle une bavure. Une bavure, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un voyou soit abattu par la police. Mais enfin, moi je me souviens simplement d'une chose. Quand François Hollande est allé féliciter des policiers qui se sont laissés brûler dans leur voiture en disant bravo, vous n'avez pas riposté. Voilà, c'est ça le problème. C'est un scandale. Avec le soutien des médias, et je crois que le plus grand problème en France, et je crois qu'on a un problème qui est incommensurable, qui est la dictature de la propagande des médias, qui veut nous faire croire que tout ça est normal. Non, normalement, quand Hollande... Qu'est-ce qui est normal, juste pour... ce qui est normal, c'est que Hollande aille féliciter des flics qui sont en train de se faire cramer et qui bougent pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Actuellement, là, ce qui est normal, c'est que la CGT envahisse la CFDT. Alors, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et c'est normal qu'on tire à bout portant avec un LGBT sur une femme qui n'est pour rien. Le problème, c'est qu'on tire sur les plus faibles, mais on ne bouge pas devant les forts. Moi, je peux vous dire un truc, que allez vous promener dans les beaux quartiers, vous les verrez, les flics, tout à fait, vous arrêtez. Mais allez dans les quartiers un petit peu difficiles, vous avez tout un tas de choses. À chaque 100 mètres, vous voyez des choses illégales, ils ne bougent pas, ils ne sont pas là. Parce qu'ils n'ont pas les instructions de l'État. C'est ça le problème. Patrick Mignon. C'est là le problème. Alors, quand il n'y a pas d'ordre, il y a du désordre. Et ça vient, et c'est volontaire. Ce que vous dites, vous avez tout à fait raison sur la différence entre les beaux quartiers où on va arrêter l'automobiliste qui peut payer son amende et où on va pas lever le petit doigt face aux dealers là-bas, encore qu'ils y sont. Mais moi, je veux absolument défendre les forces de l'ordre. J'étais hier sur un de vos concurrents, j'étais sur un de vos confrères Sud Radio, dans l'émission de Valérie Expert, et c'est la même chose. Et j'entends des gens qui tapent sur les forces de l'ordre, sauf que les forces de l'ordre, ils ont un métier extraordinairement difficile, et le seul problème, c'est que oui, comme dans toute société, dans tout groupe, dans toute organisation, c'est Gérard, dans toute organisation, il y a des brebis galeuses, et il y a des gens qui perdent leur sang-froid, qui perdent leurs moyens, parce qu'ils sont à bout physiquement, ils sont à bout intellectuellement, et parfois, ils n'ont pas les bons ordres. Donc oui, les lanceurs de balles de défense qui ne devraient être utilisés que pour le désencerclement, comme les grenades de désencerclement, ils les utilisent de manière offensive. Ça, c'est à mon avis condamnable, et l'Union européenne l'a fait. Mais combien sont-ils à l'avoir fait? Heureusement, il y a eu des blessés. Il y a Jérôme Rodriguez, il y en a plein qui ont perdu des yeux et des mains, etc. Mais regardez le nombre de manifestants, regardez comment ça se passerait ailleurs. Par contre, la France, à contrario, c'est le seul pays où toutes les nuits, il y a au moins 10 ou 15 ou 20 bagnoles qui brûlent partout en France et dont on ne dit rien. Vous avez parlé des médias. On fait rien. Donc, moi, c'est ça qui va plus du tout. Les voyous ne perdent pas des yeux, c'est-à-dire qu'on ne tire pas à hauteur d'homme voilà. sur eux. Dans les banlieues, il n'y a jamais eu ce problème.
attendez, n'est pas sur les forces de l'ordre. Le problème, c'est l'autorité publique. C'est le ministre. Les ordres. C'est les ordres qui sont donnés qui posent problème. Je voudrais être bien certain de vous entendre. Certains disent, et j'ai entendu des commentateurs qui étaient plus inquiets que d'habitude concernant les événements dont j'ai parlé. Certains disent ambiance pré-révolutionnaire. Vous vous dites c'est la faute du pouvoir. Il y a une chose sur laquelle je voudrais insister, parce que sur ce qu'a dit Gérard, il y a une chose très importante. Aujourd'hui, il y a un problème de représentativité, tant au niveau syndical qu'au niveau politique. Aujourd'hui, vous avez... Franchement, vous regardez tous autour de vous, et je dis à vos téléspectateurs de regardez vos députés En Marche. Il y a, on va dire, 80% des députés En Marche qui sont des clowns, qui sont des gens qui n'ont rien à faire là. On a voté, on leur a mis une étiquette En Marche, on aurait mis des ânes, ça aurait été la même chose. Je ne sais pas d'où vous connaissez ces 80%. Ah non, mais il y a chez En Marche beaucoup de gens qui n'avaient pas fait de politique avant. Non, mais c'est pas seulement qu'il y a fait de politique. Quand il y avait une volonté de renouvellement, la question n'est pas de faire de la politique, d'avoir fait de la politique. La question est d'être incompétent ou totalement compétent. Donc vous avez 80% d'ânes à qui on a mis une étiquette, et simplement parce qu'on avait besoin de faire marcher un troupeau d'ânes. Donc, et c'est ce qu'a voulu Macron. Le problème, c'est que face à ça, vous avez, on va dire, au moins, alors si on regarde le second tour de la présidentielle, au moins un tiers des Français qui sont révoltés par ça. Mais si on regarde le premier tour, on a 3/4 des Français qui n'étaient pas d'accord avec la politique insufflée par Macron. Donc, quand on voit que Macron a 75% ou environ des députés, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème de représentativité. Et on a un problème dans notre système. Donc c'est ça qui ferait... Bien sûr. Bien sûr. C'est que les gens ne se sentent plus entendus. Et je vais vous dire simplement une chose. Moi qui suis aujourd'hui... Une de mes cartes de visite que je ne vous ai pas donnée ici, c'est je suis aussi porte-parole des Républicains américains, du Parti républicain américain en France. Donc je suis chargé de parler de ça. Je regrette de ne pas avoir mis un sujet sur Trump. Mais je viendrai avec grand plaisir. Mais simplement pour vous dire une chose. Regardez, parlez avec les gens qui ne sont pas totalement, je dirais, endoctrinés par la propagande médiatique. Mais c'est horripilant d'écouter la télévision, de regarder des émissions comme C'est dans l'air, regardez BFM. On est obligé de s'arrêter. On se dit, c'est pas plus CNews, vous avez quand même face à l'info avec Zemmour. Oui, d'accord. Il y a juste CNews. C'est le seul regardable. Ce qu'on entend sur Trump dans les médias, écoutez France Inter, écoutez Patrick Cohen traiter Trump de débile mental. Mais je veux dire, on a envie d'arracher. Donc, moi, je voudrais qu'on revienne à Macron. Non, mais je voudrais juste. Je vais finir. Merci, Christine. Je vais finir là-dessus pour dire simplement que quand c'est insupportable, quand vous avez l'impression de ne pas être représenté par, ou bien médiatiquement, ou bien politiquement. C'est un peu la vocation de TV Liberté aussi, de donner une voie alternative. Moi, je voudrais vous proposer une piste. Répondre à ta question. Encore quelque chose à dire, interrompu. On parle des violences, de la déstabilisation de la société, et moi je réponds, Macron le veut. Oui. Et ça arrange Macron pour une raison très simple, c'est qu'électoralement, il a besoin de rassurer, on va dire, la bourgeoisie, les beaux quartiers, les légitimes, et de récupérer des voix de gens qui peuvent être tentés par le vote RN. Et plus il y a de désordre, plus il sent que les gens peuvent être inquiets, et effectivement... Plus il y aura un réflexe légitimiste. Voilà, un réflexe légitimiste. Je suis désolé. Je voulais juste terminer en disant, hier, donc sur le plateau sur lequel j'étais invité, il y avait face à moi un nommé Pierre Jacquemin, au demeurant fort sympathique, ancien membre du PS, je pense, et conseiller de la ministre Myriam El Khomri. Et on parle justement, on avait le même sujet sur la violence, les manifestations, les forces de l'ordre, etc. Et je lui dis, ah oui, parce que dans toutes les manifestations, vous trouvez normal que des poubelles soient brûlées, que des voitures soient brûlées, que des gens soient menacés, que des vitrines soient défoncées, des commerces empêchés de travailler, etc. Et je lui dis, vous avez vu la dernière manifestation anti-PMA, etc., de dimanche dernier? Vous avez vu une poubelle brûlée, etc. Et là, il me dit, entendez bien, mais que faites-vous de la violence face aux familles qui ne sont pas des familles traditionnelles? Donc, vous voyez, si ça veut dire que le rapport à tout est perverti. C'est-à-dire que cette notion de violence, quand il n'y a pas de violence, on va inventer une violence qui n'existe pas parce qu'elle est supposée... Violence symbolique. Violence symbolique qui justifie alors, simplement pour terminer, tout à fait d'accord avec Philippe Carsanti, et je l'ai déjà dit à 2 reprises, je crois, dans vos émissions, on a un énorme problème institutionnel depuis que Chirac
fini le septennat pour passer au quinquennat, et qu'en plus, Jospin a collé les législatives derrière l'élection présidentielle, ce qui était logique, mais c'est une conséquence inéluctable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un régime constitutionnel parlementaire, avec une représentation qui devrait représenter les gens. On peut discuter proportionnel ou pas proportionnel, scrutin majoritaire, mais aujourd'hui, c'est pas un régime parlementaire, c'est un faux régime présidentiel à l'américaine. Parce que c'est collé, en fait. L'américaine, parce qu'à l'américaine, il y a des contre-pouvoirs. Faux régime présidentiel. Il y a quelques contre-pouvoirs qu'on n'a pas en France. Il y en a quelques-uns. Mais faux régime présidentiel. Et du coup, ça fausse tout. Ça veut dire que quoi ? Ça fausse la représentation du peuple auprès des instances prévues dans la Constitution. Et du coup, les gens ne se sentant pas représentés, n'ont qu'un seul moyen d'expression. La violence, les gilets jaunes, les groupes d'extrême gauche et tout ça, mais peu importe. Et c'est peut-être pour ça que les gens, alors qu'ils sont emmerdés par la grève, ou pas, parce qu'il y a quand même en province, on n'entend pas trop parler, c'est quand même que les Parisiens et sur le transport que ça pose un problème, parce que le reste, pas trop. Ça veut dire que cette violence que les gens ressentent, ils l'expriment dans un soutien lors d'un sondage. Maintenant, s'il y avait des votes et non pas des sondages, je pense que les résultats seraient nettement différents. J'appelle au vote. Mais il y a des institutions. Une question. On peut pas rompre une législature. On peut parfaitement dissoudre. On peut pas faire comme Chirac. Mais c'est la débilité de Chirac qui a fait sa dissolution. Ce n'est pas la débilité. Il a récupéré une légitimité. Si c'est pas permis, je suis désolé. Si c'est pas. C'est Non, mais la dissolution de Chirac n'a pas été une bonne idée. Et d'ailleurs, il est probable qu'aucun président maintenant oui, mais elle n'a pas été une idée du point de vue Chirac, parce qu'il a perdu le pouvoir. Mais je pense qu'il s'est réadapté à la situation politique du moment. Il a récupéré une légitimité de la Chambre. C'est ça le problème. Gérard de Lépine est d'extrême gauche. On peut dissoudre. Non, on ne peut pas dissoudre. La Constitution, c'est le président. Oui, on est bien d'accord. Le président, mais un président démocrate et démocratique. Il a de son point de vue une légitimité. Et en tout cas, oui, mais c'est lui qui décide. Il a une feuille de route sur 5 ans. Non, il a absolument pas. Comme je vous dis, ne racontons pas que la réforme des retraites a été son étendard lors de sa campagne. Enfin, il aurait été blackboulé, il le sait très bien. Ça a été caché dans Gérard de Lépine. On peut pas nier le fait que quand un président est élu, à combien de pourcents Deux tiers, un tiers, 66-33. Non, mais la réalité, il est là. Au premier tour, il n'a pas eu deux oui, tiers. C'est ce que je disais, il a eu 25%. C'est ça, on est d'accord, il a eu 25%. Donc, mais aujourd'hui, il parle de légitimité. Pas tous ensemble, pas tous ensemble. Sérieux. De grâce, pas tous ensemble. Non, mais on arrête l'émission, pas tous ensemble. Je vais encore en entendre parler, je veux pas avoir des centaines de mails. Alors, hop, on se recentre. Je pense à vous, les auditeurs. Gérard de Lépine, finissez. Les affreux, là, je les fais taire. J'entends tout le temps se référer à la légitimité et à la promesse qu'il avait faite. Je n'ai pas du tout entendu la promesse des retraites dans son programme. Elle y était pourtant. Hein, oui. Ça a été clairement annoncé qu'on allait vers la retraite à point. Oui. Après, parce qu'à point, moi je dis pas le contraire, à condition que ce soit encore l'État et qu'on soit garant et pas la bourse. Parce que le problème, il est réellement là. Gagner du temps sur les 50 prochaines années. Sachez que chaque président sera amené à faire une réforme des retraites lors de chacun de ses mandats. Donc il va falloir vivre avec ça. Il va falloir vivre avec ça. On sait que tout le monde y est passé. Sarkozy y est passé. Tout le monde y est passé. Est-ce que j'ai dit à un moment... disent que c'est juste de la démographie. Attention. Est-ce que j'ai dit à un moment qu'il ne faudrait pas faire une réforme des retraites ? Non. Je dis, cette réforme des retraites a été mal conçue. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est mal expliquée. Ils disent qu'elle est mal expliquée. Non, elle a été mal conçue. Elle est mauvaise, tout simplement. Elle est mauvaise. Et le fait d'exclure, par exemple, les hauts cadres dirigeants qui vont perdre, il y a un très bel article dans Challenge, qui vont aussi être perdants dans cette affaire. Parce que ils auront un gain de bénéfice direct sur le salaire et une perte, en fait, sur les retraites, de manière importante. Et qui ne cotisent pas. Ils ont les moyens de se faire de la retraite complémentaire. Non, dans les détails, c'est le principe qui est important. Non, c'est le principe. Le principe, on met en bourse, on va confier à la bourse l'avenir de nos retraites, alors que si on a fait... Ça vous pose problème, ça ? Ah oui, un problème énorme. Parce qu'on sait très bien que la bourse est actuellement sur le point d'exploser et que les Américains... Vous qui êtes républicain, je parle à l'américaine. Moi, j'ai beaucoup d'amis en Amérique. C'est un pays merveilleux, à bien des écarts, dangereux à d'autres. Et ils ont perdu dans leur retraite, et je parle d'un
de 50% de leur retraite du jour au lendemain. Ah bon, comment? Parce qu'avec une bourse américaine qui est au Qui a plus été haut, jamais au plus haut. je peux vous garantir Le CAC est au plus haut historique. Quand c'est au plus haut historique, c'est là qu'on tombe le plus haut. On travaille sur le long terme. Oui, le CAC perdra sur le long terme. Quand on est à la retraite et qu'on a 10 ans de survie, on ne travaille pas sur le long terme. Et quand du jour au lendemain, on perd 50% de sa retraite, on n'est pas content. Si vous regardez des indices américains, ils font 8%. En gros, sur le long terme, c'est 8% par an. Sur le long terme, eh ben, très bien, mais oui, mais sur la retraite, c'est sur le long terme. s'il vous plaît. La retraite, c'est de mort. Oh là! Oh! pour ceux qui vivent la retraite, c'est pour le court terme. Il est Je vais me fâcher, hein? impossible de les arrêter. Ah, ces deux-là, c'est C'est l'enfer. pas moi. Hein. Non, c'est très Non. bien, Patrick. Je vous donnerai un bon point. Gérard, vous serez au coin. Je plaide coupable. Allez, on a fini. Ce sujet est inépuisable. On va quand même passer au troisième et dernier sujet de cette émission. À tout de suite. Rebonjour. Alors, un petit mot parce que le débat précédent a été mouvementé. Je sais que certains vont dire qu'ils se sont trop parlé les uns sur les autres. J'ai un engagement. Suspense. Ils vont tous être disciplinés, les quatre, et moi aussi, dans cette troisième et dernière partie. Vous voyez, je parle d'un ton très apaisé. Et pourtant, le sujet est majeur, puisque c'est celui des violences policières. Alors, je pourrais vous les énumérer, j'en ai repéré 8-9. Une femme qui est à 80 ans et à Marseille qui prend une grenade. Oui, pardon. 80 ans, elle est à Marseille et qui en meurt. En décembre 2018, souvenez-vous de 151 lycéens qui avaient été agenouillés pour les humilier. Qu'est-ce qu'il y a eu? Nice. Ah, mais attendez. À Nice. Ok, non, ça c'était à Mantes-le-Joli. Oui, je sais. Un policier mis en examen pour un lancement de LBD, ça c'était à Bordeaux. Jérôme Rodriguez, vous l'avez cité tout à l'heure, Patrick, figure des Gilets jaunes, qui lui a perdu partiellement de la vision, c'était à Paris. Pas totalement. Mais Non, il a perdu un œil. Ok, autant pour moi. Un noyé à Nantes lors d'une réunion étudiante avec un certain nombre de gens qui tombent dans l'eau. Bien. Ok. À Paris, place de l'Italie, un autre manifestant qui, lui, perd un œil. Je pourrais continuer longtemps. À Nice, une vieille dame de 70 ans qui est bousculée lors d'une charge par derrière, dont on accuse après les journalistes, et qui est dans le coma pendant 10 jours, et pour lequel on interdit à la famille d'aller la voir. Alors, ok. Et donc, sur lequel le procureur de Nice a reconnu qu'il avait menti pour faire plaisir à l'État. Et je n'ai pas mentionné le dernier fait en cause, qui est la mort d'un coursier qui a été contrôlé pour un contrôle banal. Il semblerait qu'il parlait au téléphone. C'était pas pendant des manifestations. Non, effectivement. C'était devant la Tour Eiffel. Aux violences policières. Et on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Oui, c'est très juste, mais c'est valable pour à peu près tous les sujets que j'ai évoqués précédemment. La question des violences policières, la question de la violence légitime, la question du fait que pendant longtemps, le pouvoir, Christophe Castaner et le président Macron ont laissé faire. Ou encouragé. N'ont rien dit là-dessus. Et maintenant, sont sans doute en train de changer d'attitude. Est-ce que... c'est un sujet pour vous où finalement, vu la hausse des violences de la part des manifestants, la police se met au niveau. Voilà, c'est ça mon sujet. Allez, Gérard Delépine. Je pense que dans un État démocratique... Pas les autres, alors. Je le promets. Dans un État démocratique, personne ne doit être au-dessus de la loi. Les policiers comme les autres. Je reconnais que le travail de policier est horrible et très difficile et qu'ils sont soumis à des pressions invraisemblables et qu'en particulier quand les grèves durent, effectivement, ils sont sur le terrain tout le temps et ils peuvent péter les plombs de temps en temps. Cela est tout à fait normal et légitime. Mais, il est aussi normal que quand on fait une connerie, on nous paye. Et il serait préférable qu'il soit jugé très vite et qu'on connaisse les sanctions très rapidement. Parce que la plupart du temps, les faits sont quand même... Il y a beaucoup de faits qui sont très clairs. Il semblerait que ce ne soit pas si évident. L'IGPN est sur le coup. L'IGPN, on ne peut pas être partie. L'identité des gens. Non, on ne peut pas être partie et des deux côtés. On ne peut pas être à la fois juge et partie. Non, là, cet argument ne tient pas. Donc, je pense qu'il y aurait... Pour la police, pour redorer le blason de la police, il faudrait qu'on sépare les brebis galeuses des autres. C'est plus compliqué que ça? Non, à la limite, c'est plus simple. Je pense qu'un État doit exercer des violences légitimes.
On est d'accord. Violences légitimes qui ne sont plus exercées face à une partie de la population, là où ça n'est plus possible. Donc l'État... J'ai pas compris. Là où tout simplement les policiers ne peuvent plus entrer dans les cités, dans les quartiers, etc., la violence légitime ne s'exerce plus parce qu'on a peur de l'émeute, on a peur de l'embrasement. Donc l'État perd sa légitimité. D'une certaine façon, parce qu'on n'a plus confiance et on ne sait plus. On n'est plus protégé par l'État. De l'autre côté, vous avez des contestations de la politique gouvernementale par le français de base, les gilets jaunes, et ça, c'est intolérable pour Macron. Et je crois clairement que les policiers ont reçu l'ordre d'utiliser tous les moyens possibles pour mettre fin aux manifestations qui avaient lieu et qui faisaient pâlir le régime, et qu'on a dit clairement, vous utilisez effectivement les tirs au niveau du visage, il faut faire peur, il faut dissuader, il faut faire régner la terreur. Moi, je ne crois pas aux brebis galeuses, qu'il y en ait quelques-unes forcément qui ont trouvé leur... On n'est pas content. Les brebis galeuses, ce seraient lesquelles ? Quelques-uns qui ont trouvé l'occasion d'assouvir une envie de violence, une envie... Vous parlez de policiers ? De coercition. Qu'il y en ait quelques-uns, oui, mais on ne peut pas dire d'une façon générale que les policiers sont des gens qui usent de leur pouvoir. Je crois qu'on a intérêt et on doit protéger et défendre nos policiers, parce que si nous ne le faisons pas, c'est la catastrophe totale. Déjà qu'on leur crache à la figure dans les quartiers, c'est pas possible de faire le contraire. Mais pardon, l'un et l'autre, je me souviens de vos positions pendant les Gilets jaunes. Pendant les Gilets jaunes, la police a été conspuée, la police a été insultée, des policiers qui rentraient chez eux en uniforme ont été poursuivis. Oui. Il y a quand même eu des moments où la police a été pas du tout respectée par des manifestants. Mais on ne décrète pas le respect. C'est l'attitude qu'on a qui inspire ou pas le respect. D'accord. Et autant la population française avait porté au nu la police au moment des attentats, parce qu'elle protégeait la population, là, elle se sent plus protégée par sa police. Et puis il y a Gilets jaunes et Gilets jaunes. Oui, il y a les Gilets jaunes du départ qui étaient tout à fait respectueux de la police, et il y a ensuite les gauchos qui ont récupéré les Gilets jaunes, compris les mouvement. LBD, ils sont moins respectueux après. Alors, Philippe Kersanti. Moi, j'ai une seule frustration sur les violences policières. Je voudrais les voir s'exercer sur les Black Blocs, c'est tout. On est d'accord. Voilà, c'est tout. Moi, je voudrais que les Black Blocs soient violentés, arrêtés, qu'on arrête ce processus et qu'on arrête ce délire dans lequel on vit, où on nous dit il y a des gilets jaunes, on peut leur taper dessus, mais les Black Blocs, ils s'en sortent toujours. Moi, c'est ça. Moi, j'en ai marre. Je n'en peux plus de ça. Est-ce que ça veut dire juste qu'on n'applique pas les bonnes méthodes pour attraper les Black Blocs ? Je sais pas. Ils sont trop mobiles parce qu'ils sont trop malins d'une certaine manière. Il y a une professionnel peut-être. Je pense qu'il y a un problème de décision politique. Ouais. Pour moi, c'est tout. C'est un problème de décision politique. Et donc, ça rejoint la même chose que disait Christine sur les quartiers difficiles, les banlieues, où la police n'intervient pas. Mais là, sur les Black Blocs, où ils sont capables, on dirait qu'ils font le tri. Gilets jaunes, on tape, Black Blocs, on tape pas. Il y a un problème. Patrick Mignon. Tout à fait d'accord. L'État, aujourd'hui, volontairement ou pas, est faible avec les forts et fort avec les faibles, de base. Mais je ne soutiens absolument pas cette généralisation que fait Gérard Delépine. Je n'ai jamais généralisé. C'est-à-dire que oui, il y a des erreurs, oui, il y a des bavures, et ces bavures ne seraient pas faites s'il y avait un commandement un peu plus ferme avec des ordres très précis, comme pas de tir de LBD à la tête ou pas de grenade dans telle et telle situation, etc. Je ne suis pas policier, je ne sais pas. Je connais très bien un ancien commandant de CRS aujourd'hui en retraite qui a fait du maintien de l'ordre en région parisienne et il m'a bien expliqué comment ça passe la chaîne de commandement. Par contre, éclairez-nous. Qui est-ce qu'on voit ? Oh non, il m'a donné des détails, mais ce serait vraiment... Il faudrait une émission entière, il faudrait même un sujet pour voir comment il fonctionne, comment c'est organisé, quelles sont les chaînes de il est peu probable quand même qu'on ait donné l'ordre de tirer sur la figure des gens. Je ne crois pas qu'il y ait un ordre à un moment ou à un autre qui soit donné comme ça, et je vous rappelle que c'est même valable pour des militaires qui sont encore plus contraints que des policiers. Si un ordre est illégal, ils ont la possibilité de ne pas l'exécuter. Ou de demander un ordre écrit. Donc ce qui serait très simple, c'est de voir ça, je ne crois pas. Mais par contre, quand vous voyez un préfet comme Monsieur Lallemand, qui répond... Qui est le préfet de Paris actuel, qui a remplacé... Non, préfet de police. Préfet de police, pardon. Qui répond à une personne
qu'il n'est pas dans le même camp qu'elle, alors qu'il est préfet de police. La police, c'est un organisme de la République, d'État, qui est fait pour servir les citoyens. Il est obligatoirement dans le même camp que cette personne, puisqu'il est chargé de sa protection, quelles que soient ses opinions politiques. Donc c'est une stupidité. Il ne devrait même plus, pour moi, être préfet aujourd'hui. Il devrait avoir été démis de ses fonctions. C'est simple. Mais il n'y a pas que les BD dans les yeux, il n'y a pas que les grenades, etc. Le policier qui fait, le commandant, je crois qu'il est gradé, qui fait un croche-pied devant les caméras qui circulent en boucle, c'est d'une stupidité. Mais qui n'a pas fait d'acte stupide dans sa vie ? Le problème, c'est qu'on demande aux policiers d'être intègres et que vous ne pouvez pas exiger un respect de la loi si les représentants de l'État ne sont pas exemplaires. Mais encore une fois, combien sont-ils à avoir fait cette erreur ? Au pourcentage sur l'ensemble des forces de l'ordre. La question, est-ce que c'est pas une question statistique ? Parce que finalement, il s'est tiré des dizaines de milliers de balles de défense. Mais c'est surtout que tout le monde est un journaliste avec son téléphone et que c'est une loupe qui permet de travailler comme les médias le veulent, c'est-à-dire toujours taper sur la police et les représentants et les forces de l'ordre. Je suis désolé, encore une fois, les forces de l'ordre sont les garantes des plus faibles. Et si on ne les soutient pas, ce qui ne veut pas dire absoudre ceux qui commettent des erreurs, et là je suis navré, mais l'IGPN est là pour faire son boulot, la justice le fait, et les jugements sont rendus, et voilà, il faut arrêter de dire qu'ils sont tous protégés, c'est faux, et je peux vous dire que aujourd'hui, si vous avez mentionné Gérard, les policiers, ou c'est Franck, les policiers qui se sont laissés brûler dans la voiture, pas seulement dans la manifestation, mais à Viry-Châtillon. Mais dans n'importe quel autre pays dans lequel je suis allé, je peux vous dire que, étant en danger de mort immédiate, ils auraient sorti leur arme de service et à travers la portière, ils auraient flingué les mecs qui bloquaient, qui faisaient. Et je pense que la population n'aurait pas réagi. Je veux dire, la population. Et je vais vous dire, j'aurais trouvé ça légitime. Ah oui, c'est la légitime défense. Nous sommes d'accord. Autrement dit, peut-être que la police en France est trop molle. Non, elle est parce que molle avec les instructions sont molles. Les instructions politiques sont molles. La police a la force, mais elle est émasculée par les dirigeants politiques. Je vous garantis que depuis les émeutes de 2005, si on ne peut pas remonter encore une fois à Malik Oussekine, mais depuis les émeutes de 2005, la seule angoisse des forces de l'ordre, enfin surtout des politiques, c'est qu'il y a un mort. Alors, même malgré le fait que le type soit un violent, un agresseur, un voyou, un bandit. Il y a l'exemple de mai 68 durant lequel il n'y a pas eu de mort. Alors moi j'ai rencontré... C'est un peu ça le juge de Il n'y a pas eu de mort, mais c'était pas les mêmes violences non plus. Vous vous rappelez quand même que les gens en mai 68, les jeunes ils manifestaient quand même parfois en costume cravate. Donc on n'a pas. C'était pas des pavés qui lançaient, c'était pas des frigos du 8e étage. Donc et moi j'ai rencontré quelqu'un très vite, quelqu'un de la BAC 93, qui m'a raconté comment se faisait le maintien de l'ordre dans ce département. Ils sont en patrouille. Ils voient un type dans une BMW qu'ils veulent contrôler. Une poursuite s'engage. Et elle s'engage à 160 dans des petites rues, à sens interdit, les feux rouges grillés, sur les trottoirs, etc. Et pendant ce temps-là, les sirènes, etc. Et puis au bout d'un moment, ils reçoivent un ordre sur leur radio. Il est 23h47, j'invente, fin de la poursuite. Instantanément. Ils arrêtent. Ils ralentissent, ils éteignent le gyrophare et le deux-tons. Et le gars devant, qui le sait que ça va arriver, il allume les warnings et il reste devant eux à la vitesse à laquelle se déplace maintenant le véhicule de police, c'est-à-dire à 40 km/h, etc. Il les nargue. Pourquoi ? Mais parce que si à 23h48, c'est-à-dire une minute après que l'ordre a été transmis, il y a un accident quelconque sur la voie publique avec cette voiture ou avec la leur ou avec le fugitif qui le poursuivait, c'est pour leur pomme, c'est eux qui vont en prison, jamais l'autre. Lui, de toute façon, il sera relâché. Et bien ça, je vais vous dire que dans l'esprit des policiers, ça amène au fait qu'ils vont pas sortir leur arme de service quand ils sont menacés d'être cramés dans leur bagnole, et c'est devenu insupportable pour les policiers et pour les gendarmes. Et pour la population du coin. Et du coup, la population se sent absolument pas protégée, notamment dans ces choses-là. Et on en revient avec ces histoires dont on a entendu parler tout à l'heure, Philippe Carsanti l'a dit, on contrôle plus dans les beaux quartiers les gens qui peuvent payer leurs amendes plutôt que dans les autres où on laisse faire tout et n'importe quoi parce qu'on ne sera pas soutenu. Ok, je me rends compte à quel point ce sujet est complexe. Entre ceux qui, comme Gérard, ont vécu de l'intérieur des manifestations des violences policières, de la répression, et ceux
Oh, bah, vous avez manifesté lors des Gilets jaunes, Non. Gérard, non Je ne peux pas manifester, je ne suis pas en état physique de le faire. D'accord, très bien. Allez, alors on en Tout reparlera bête. une prochaine fois. J'étais persuadé que Mais vous étiez un lanceur de Non, pavés. non, je ne suis pas un violent, j'aurais jamais lancé un pavé. Mais j'aurais pu manifester, oui, bien sûr. En 68, j'ai manifesté, j'ai réussi à faire manifester un monsieur qui a été fils de ministre et qui est actuellement député, qui m'en veut d'ailleurs toujours beaucoup. Ça, ce sera dit hors antenne. Pour pas avoir d'ennui, mais ça, on raccroche dans une seconde. Je le saurai dans 3. Il ira le mettre en commentaire. Certainement pas. Je ne travaille. Non, c'est un homme que je respecte, mais bon. Allez, fin de cette émission. C'était la 63e des Têtes à Clash. Madame plutôt, Christine. Madame en rouge qui n'est pas en rouge. Messieurs, merci. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme? Ça me rappelle quelque chose. On va pas rentrer là-dedans. Votre voix uniquement. Ne me cherchez pas. Allez, dans 15 jours. Comme quoi on peut être sérieux. Mais pas grave. Allez, à dans 15 jours. Merci.